de la cabine du Pilatus, il va commencer par plonger, et il va plonger en atteignant une vitesse de 300 km/h. Et bien sûr, pour le caméraman qui se trouve dans l'hélicoptère, c'est un moment à ne pas rater, mais c'est un moment difficile. On ouvre la porte, voilà, Yves Rossi est en train de se préparer vraiment à sortir, voilà, il se glisse. Alors, c'est pas très pratique parce que l'aile est plus large que l'avion, donc il faut réussir à se mettre en position. On allume les 4 réacteurs qui produisent des flammes qui peuvent atteindre parfois 30-40 cm de longueur. Et à l'intérieur d'un avion, allumer 4 moteurs, c'est quand même pas quelque chose d'extrêmement recommandé. Il a fallu ignifuger les parois intérieures de la cabine. Vous voyez donc en ce moment Roman qui est en train d'allumer les 4 réacteurs. Et si tout se passe bien, eh bien Yves Rossi va devoir sauter rapidement puisqu'il n'a pas beaucoup d'autonomie. Il commence par placer un pied sur le marchepied à l'extérieur, il s'accroche au haut-banc de l'aile, et puis là, il va en principe effectuer une rotation à 90 degrés. Ça ne devrait plus tarder. Attention, concentration maximum, suspense. C'est vraiment de la mécanique suisse, parce que chaque seconde est comptée, chaque seconde a une utilité. Et c'est pas quelqu'un qui va vraiment au hasard. Ça rappelle un peu Bertrand Piccard, son monologue. Et ça, c'est fantastique. Une maîtrise de la situation qui est quand même pas évidente. Attention, là, maintenant, on ne va plus pouvoir tricher avec l'événement. Va-t-il y aller? On vérifie que les 4 moteurs tournent à plein rendement, c'est-à-dire 112 000 tours minute. Ce sont des turbines extraordinaires. Le Pilatus s'incline et c'est parti. Voilà, alors là, il plonge et il a des ailes qui vont se déployer sur les 35 cm extérieurs grâce à des systèmes un peu compliqués. Là, le caméraman a un petit peu de mal à suivre. Il faut dire que la plongée gigantesque se fait, je vous dis, à 300 km, bien être en osmose avec les éléments. Et là, la mer, ça n'était pas son affaire. C'est ce qu'il disait tout à l'heure. Il a éprouvé le besoin d'aller tremper les 2 mains dans la Manche pour voir d'abord ce que c'était que cet élément. Et là, vous voyez ce petit point, eh bien, c'est le signal GPS qui se déplace en direction de Douvres, l'étape finale, dans un champ, près d'un phare, qu'utilisaient autrefois aussi d'ailleurs les pilotes de la RAF sur une base située à South Furlong. Oui, eh bien, 100 ans après Blériot, on tourne une autre page de l'histoire. Il nous reste encore, eh bien, 3/4 du chemin à faire. Bien qu'il aille très vite, on lui souhaite de continuer le cap comme il le fait. Il a l'air de maîtriser sa machine pour le moment. Pour le moment, on a l'impression qu'il est sur la tout à fait bonne trajectoire. Voire 3 circuits. Sur tous les avions de l'INSEE comme ça, il applique la même règle en disant s'il y a un système qui tombe en panne, eh bien j'ai un sauvetage, j'ai un secours, et je passe sur checklist secours, et la dernière checklist secours, c'est l'éjection. Et là, on a un petit peu l'impression que l'hélicoptère a du mal à le suivre finalement, parce que l'hélicoptère ne réussit pas à s'approcher suffisamment, peut-être pour avoir des très très gros plans. C'est peut-être simplement qu'il est à une vitesse qui fait que l'hélicoptère rame. Ben oui, l'hélicoptère atteint sa vitesse maximum de croisière, donc l'homme-oiseau va plus vite que l'hélicoptère. C'est le Pilatus qui peut le suivre. D'ailleurs, on a vu au décollage, les images étaient un peu troubles parce que le Pilatus, dès le largage, a piquer véritablement à la verticale pour prendre sa vitesse et lui indiquer le chemin, et surtout ne pas perdre. L'obsession du pilote du Pilatus, c'est ne pas perdre Yves Rossi de vue au cas où il tomberait en panne. Voilà, et là en tout cas il a déjà atteint la moitié du trajet. En minutes de vol, je pense qu'il a à peu près effectué 6 minutes aussi. Donc j'espère que là il va atteindre le but, puisque c'est maintenant que ça va commencer à se tendre. S'il a consommé un tout petit peu de trop, il va commencer à se poser quelques questions, mais il le saura que quand il entendra les moteurs s'arrêter. Oui, de toute façon. Et ce qui nous manque un peu, c'est la caméra à bord. Je pense qu'il y a un petit souci. Et s'il lui reste 11 km d'après ce que j'en déduis ou ce que j'en entends, et ce qu'on voit d'ailleurs vraiment très vite, le record est pas loin. Il faut tenir un petit peu sa respiration encore un tout petit moment. Un petit moment, là, 10 km en gros, on va dire, ça veut dire que c'est 3 minutes de vol. 3-4 minutes de vol. Facteur de base 0,3. Donc, voilà. Et on a vu fugitivement, je crois, l'image du phare de South Furlong, près duquel il va atterrir dans un champ. Alors quand on dit il va atterrir, en réalité, il ne va pas atterrir avec son aile, mais il va larguer l'aile et atterrir avec son parachute, puisque bien sûr, s'il arrive avec l'aile, ne serait-ce qu'à 160 km/h, la limite de décrochage, je pense que les jambes ne suivraient pas. Alors, il y aura un autre problème, j'espère qu'on arrivera à voir son parachute, c'est le vent. Je regarde le vent ici, j'espère qu'il n'est pas aussi fort de l'autre côté de la Manche.
parce que un parachute, ça fait une vitesse de croisière ou d'atterrissage aux environs de 20 km/h. Si le vent est de 30 km/h, comme ça semble être le cas, il est obligé de se poser en marche arrière, ce qui n'est pas très confortable, mais après tout, il s'y attendait, il nous l'a dit. Donc c'est un bon parachutiste, une qualité de plus, ce qui pour un pilote n'est pas toujours courant. Ah, du côté de Douvres, on voit... Et effectivement, là il y a une petite... on voit l'arrivée. On voit des c'est le doigts se deuxième tendre. moment critique. Le premier était la sortie de l'avion, et là le deuxième c'est le largage et le parachute. Voilà, alors voilà la caméra qui est sur son aile, qui nous refournit une image. Elle est un petit peu compliquée à lire, mais je pense qu'on va peut-être avoir l'instant où on ouvre le parachute. Voilà, le parachute est déjà ouvert. Formidable. Il y a un petit coup d'angoisse là quand même. Voilà, donc là ça veut dire qu'il est au-dessus de la terre et qu'a priori c'est une affaire maintenant gagnée. Il n'a plus qu'à arriver en bon état sans se casser une jambe à l'atterrissage dans le champ. Donc maintenant ça devient beaucoup plus classique parce que il est sur un parachute L, dit L, ça veut dire qu'il peut se diriger, il a un domaine de vol. Oh bah voilà, il en profite pour faire des acrobaties. Et ben il doit bien sourire là, il doit être soulagé et ça lui permet d'augmenter. Là on a l'impression qu'il est au-dessus de l'eau là quand même, hein. Ah voilà la terre, voilà, et voilà l'atterrissage dans quelques secondes au-dessus d'un champ. Et voilà, on voit bien la position de l'aile par rapport au corps, c'est quand même assez étonnant. En gros, il a les fesses installées entre les 4 réacteurs. Oui, c'est ça, et donc il est assis sur son aile, l'atterrissage, ça sera peut-être un peu dur, on va voir. On va voir. Là ça va vite apparemment encore, mais il est encore assez haut en réalité. Hein. Oui. Alors en arrivant près du sol, on tire sur les suspentes, on tire les freins en quelque sorte, on ralentit la vitesse jusqu'à se poser doucement s'il n'y a pas trop de vent. Là en tout cas il avance encore assez vite. Alors c'est peut-être une image trompeuse puisqu'elle est prise depuis l'hélicoptère. L'image au sol des caméras en Angleterre vont peut-être nous montrer une vitesse un peu moins importante, je l'espère. Voilà la caméra à nouveau à bord du Pilatus qui nous donne l'image en altitude. Et voilà, là maintenant, on doit être très proche, puisque c'est une caméra au sol qui l'a là. Ah, il est bien alors, les bras bien dans l'air pour prendre de la vitesse. Vous voyez, les copains suisses, en tout cas, l'attendaient là dans le champ, hein, manifestant avec le sourire. Ils étaient certainement contents de le voir arriver. Là, les jambes bien tendues, les bras en l'air pour prendre de la vitesse, face au vent. À quelques mètres. Il commence à freiner, vous voyez, il plie les bras tout doucement, il relâche, il reprend la vitesse, il règle sa distance d'atterrissage pour se poser à l'endroit voulu par lui. Maintenant, il ne faut pas atterrir dans un arbre, hein, ça ne ferait pas propre pour la sortie. Il n'y en avait pas trop là-bas, il y avait juste voilà, il tire d'un côté pour prendre une petite inclinaison et choisir son point d'atterrissage. Il ralentit sa vitesse, on le voit, les bras sont pliés. Là, il est passé en gros de 38 à 35 km/h, on n'a pas des grands domaines de vol. Et il se prépare. Et voilà, dans quelques secondes maintenant, le toucher. Il aura traversé la Manche sans se mouiller les pieds. Alors maintenant, je pense que les réacteurs ont dû refroidir, je l'espère pour lui, parce qu'il va se poser. Il prépare à le toucher en se dégourdissant les jambes pour pouvoir courir au moment du toucher du sol.